Vous le savez, il est admis qu'environ 20% de la population générale souffre de troubles mentaux, alors un type d'anxiété, troubles de l'humeur, etc. 1% seulement souffre de pathologies psychiatriques sévères, c'est-à-dire invalidantes et chroniques, comme la schizophrénie, mais seule une infime fraction souffre de troubles mentaux sévères avec un fort impact comportemental. Alors, troubles mentaux sévères, c'est souvent des schizophrénies paranoïdes, mais associées, alors je prends par exemple des addictions, des comportements antisociaux, évidemment une problématique de violence principale, ça peut être uniquement des épisodes de violence, mais enfin quand même, et puis souvent assorti aussi d'un parcours judiciaire avec incarcération, parce que certains patients sont sous contrainte, certains sous écrou. Et donc, vous imaginez bien que ces patients s'intègrent moins facilement dans les dispositifs classiques de prise en charge et que pour eux, ce sont des séjours plus longs, des risques de fugue, des prises de toxiques, des transgressions et puis parfois même un recours augmenté à l'isolement et à la contention. Ils ont donc besoin d'une prise en charge spécifique du fait de leur clinique, mais aussi de leur statut. Et en fait, l'existence d'unités psychiatriques sécurisées existe partout en France, je pense aux USIP et aux UMD. Et pour le Vinatier-Pulm, eh bien, c'est le pôle 6, le pôle de soins intensifs et sécurisés, qui répond à cette problématique. Alors là, je vous ai mis, oui, effectivement, voilà, l'anatomie de notre pôle. Il est simple, 2 services, l'USIP et l'UMD. L'USIP, c'est une unité de soins intensifs en psychiatrie, 12 lits d'hospitalisation complète, à Valence interpolaire, mais aussi interdépartementale, essentiellement les départements limitrophes du Rhône, et auquel on a adjoint le PAPV, qui est une petite structure ambulatoire de coportage, aussi à Valence interpolaire et interdépartementale, et sur laquelle nous reviendrons vraiment plus largement au cours de l'intervention. L'autre côté, c'est l'UMD, unité pour malades difficiles, à dire vrai, 3 unités d'UMD qui représentent 40 lits d'hospitalisation complète, cette fois-ci à Valence nationale, puisque les UMD sont réglementés par l'article 3222 du Code de la santé publique, qui font que du coup, à l'échelle nationale, on a le même fonctionnement pour toutes les UMD. Il y en a 10 UMD en France et puis 16 USIP. Et l'EMD est donc complété par le PAM, le plateau d'activités médiatisées, qui est donc le lieu des activités médiatisées, qu'on appellerait ailleurs pôle de sociothérapie. Unité d'hospitalisation complète, 2 structures ambulatoires, pas d'extra-hospitalier, et le tour est joué. Et en plus, ça rime. Alors, tout de suite, je vais laisser la place à mes collègues pour entrer réellement dans le vif du sujet. Bonjour, je m'appelle Laurent Ripoll, je suis infirmier à l'UMD depuis un certain nombre d'années et je vais vous présenter l'UMD en abordant 2 points, l'organisation de l'hospitalisation et la prévention de la violence. L'arrivée à l'unité 1 tout d'abord, il y a l'arrivée à l'unité 1 qui comporte 10 lits et une phase plus généralement plus longue, soit l'unité 2, soit l'unité 3, qui ont 15 lits chacune et qui prépareront à la sortie. Ce parcours de soins se termine par une rencontre avec la commission du suivi médical. C'est un collège de médecins qui décidera du retour du patient dans son unité de secteur. L'hospitalisation est organisée autour de temps qui vont rythmer la journée, le lever, les temps d'hygiène, les repas, l'administration des traitements, les entretiens médicaux infirmiers et les entretiens infirmiers selon l'évaluation clinique du patient. À ces temps s'ajoutent d'autres activités thérapeutiques qui sont prises en charge soit par l'équipe du plateau d'activités médiatisées, soit par des soignants de l'unité. Ça peut aller du groupe chant, groupe esthétique et d'autres. Ces activités sont décidées en fonction de la connaissance du patient depuis son admission, c'est-à-dire ses appétences et des compétences à travailler lors de l'activité, compétences relationnelles, organisationnelles ou motrices, en s'appuyant sur le plan de suivi individualisé. Enfin, on peut noter les sorties thérapeutiques qui permettent une observation du patient dans un cadre moins rassurant que celui de l'hospitalisation. Cela peut aller d'une simple sortie dans le parc à une sortie à l'extérieur de l'hôpital avec achat de vêtements ou autre, c'est-à-dire avec une confrontation à l'extérieur. Ce qui va être important, c'est l'observation des habiletés sociales du patient. Dans un deuxième point, je vais vous parler de la prévention de la violence, permise grâce à différents moyens. La sécurité de chacun, qui s'incarne dans l'architecture. Chaque unité est composée d'une zone sécurisée, qui comprend les chambres, et d'une zone commune, avec salle télé, salle d'activité, réfectoire, cour extérieure, qui est construite en étoile, ce qui donne un accès visuel direct sur la zone. Le bureau des soignants est vitré afin de pouvoir observer en continu et de maintenir une plus grande vigilance, ce qui permet d'intervenir le plus précocement possible.
Outre l'architecture, on a le nombre de soignants et le dispositif de protection du travailleur isolé, ce qui permet aux 3 unités une rapidité d'intervention face à une situation de crise dès l'alerte donnée. Un petit mot sur l'informel, qui représente une part importante de l'évaluation, puisque c'est sur cette trame que se tisse le soin quotidien grâce aux liens qui se créent par la confiance et par les habitudes et rituels facilitant l'adaptation. Tout ceci contribue en définitive à l'alliance thérapeutique. La prévention de la violence est aussi permise grâce aux techniques de désescalade verbale. C'est une intervention de première intention et une alternative à l'isolement et à la contention. Cela préserve la relation thérapeutique et réduit les situations de violence. C'est-à-dire qu'avant de contenir physiquement, on peut contenir autrement. Il faut repérer les signes le plus tôt possible. Déambulation, tension corporelle. Il faut adopter une posture adaptée, une posture stable, non agressive et non craintive. Un seul interlocuteur désigné. Il faut utiliser une communication efficace. Pour ça, on peut utiliser l'écoute active ou la reformulation. Il ne faut pas entrer en relation miroir qui aboutira à une situation d'escalade. Juste un dernier mot sur la transversalité entre les UMD qui s'articulent d'une part sur les rencontres inter-UMD qui abordent des termes spécifiques permettant le partage des pratiques. Et d'autre part, exceptionnellement, lorsqu'un soin spécifique est nécessaire, par exemple les ECT, il est possible que le patient change d'UMD. Voilà pour ma part. À différencier des UMD, les unités, enfin du moins l'unité de soins intensifs psychiatriques du Vinatier, telle qu'elle est conçue en tout cas actuellement, est à valence interdépartementale, comme a pu l'énoncer un peu plus tôt M. Manaudier. Interdépartementale dans le sens où on prend majoritairement en effet des patients du Rhône, mais également en collaboration avec l'Ain, je crois qu'il est présent d'ailleurs dans la salle, également du coup de la Loire, et je perds mon mot. Merci. Nord-Isère, merci. C'est uniquement des patients donc, qui sont hospitalisés sous contrainte. Cette unité-là, en fait, elle a la valence d'accueillir des patients qui dépassent les capacités du secteur. Qu'est-ce qu'on entend par des patients qui dépassent ces capacités, surtout thérapeutiques? Ces patients qui sont complexes, qui ont une pathologie, alors c'est très souvent la schizophrénie, hein, qui se veut débordante, qui va mettre à mal les équipes sur des phénomènes avec voilà, on va dire des symptômes positifs qui débordent, parfois phénomène de violence envers d'autres patients ou envers l'équipe, et très souvent assorti de conduite addictive. Du coup, cette préadmission sur l'unité, donc qui est constituée uniquement 12 lits, se fait uniquement sur un dossier de préadmission qui est étudié en fait en équipe médico-cadre, afin de voir en effet si l'admission est pertinente, et qui nous permet ensuite du coup de nous articuler de manière correcte. Donc comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est une unité qui comporte uniquement 12 lits, donc sur une zone communautaire associée à 6 EDI. Donc la volonté en tout cas de pouvoir, bénéficier de lits de suite. On sait que c'est une problématique actuellement sur l'hôpital. Nous, on n'y fait pas face pour le moment. En tout cas, chaque espace dispose aussi d'un parc sécurisé qui lui est propre, afin de dissocier les différents groupes. Un salon TV, également réfectoire, et surtout associé en fait d'une équipe pluridisciplinaire extrêmement riche, avec 16 ETP paramédicaux, donc pour 12 patients, un temps ergothérapeute, aide-soignant animateur, assistant social, 3 médecins, et également du coup un cadre de santé que j'incarne, parce que je ne me suis pas présenté, mais je suis Hébert Hernandez, faisant fonction cadre sur le ZIP et sur le PAPV. Afin de rentrer un peu plus en détail quand même sur le fonctionnement de l'unité, je vais laisser la parole à M. Benjamin Denis, qui est infirmier sur l'unité, qui pourra ainsi nous parler de comment se déroule le séjour. Merci. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous présenter le déroulement type d'un séjour au sein de l'UZIP. Donc, lors de la première semaine, on est sur une phase d'admission avec une évolution globale du patient, tant sur le plan clinique, somatique ou addictologique, ainsi qu'une mise en place au cadre de soins et une évaluation des risques. Ensuite, sur les semaines suivantes, le séjour s'organise autour de bilans de médiation thérapeutique, d'un suivi hebdomadaire des objectifs, ce qu'on appelle point parcours patient, qui a pour but de reprendre semaine après semaine le parcours de chaque patient, de son arrivée à aujourd'hui. Ainsi, de souligner les améliorations ou ajustements à réaliser.
Enfin, sur les dernières semaines, on prépare la sortie avec des bilans, des entretiens et une coordination avec des structures de relais. À partir de ce déroulement, le but est de structurer une prise en charge adaptée. Les objectifs sont multiples. Il s'agit d'abord d'évaluer la situation clinique du patient afin de mettre en place une stratégie thérapeutique adaptée. On recherche également à diminuer les troubles du comportement, notamment le potentiel agressif. L'objectif est aussi de préserver et stimuler les capacités cognitives et sociales pour favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie, en visant toujours l'adhésion du patient aux soins et à la stabilisation clinique en vue d'une poursuite de la prise en charge sur le secteur. Pour atteindre ces objectifs, le cadre de prise en charge est spécifique. Il est fait dans une unité sécurisée avec un espace dédié à l'isolement si nécessaire. Le ratio soignants-soignés de 5 soignants pour 12 patients au pic de la journée permet un accompagnement rapproché et une bonne connaissance du patient. L'équipe travaille sur le savoir-faire soignant et assure une surveillance accrue des risques, notamment suicidaires, agressifs ou de fugue, que nous reverrons dans les prochaines diapos, de façon pluridisciplinaire avec la participation d'une ergothérapeute et d'un aide-soignant, comme a pu le dire M. Hernandez, qui participe également à la prise en charge de façon quotidienne. Concrètement, cela se traduit aussi par des espaces et des activités adaptées, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, d'un côté, la salle de sport qui permet de travailler sur les dépenses physiques et la gestion des tensions, et sur l'autre partie de la diapo, la salle d'ergothérapie qui favorise les activités, la stimulation cognitive et la socialisation des patients. En parallèle, l'évaluation des risques est un élément central de la prise en charge à l'USIP. Des grilles ont été développées dans le cadre d'évaluation des pratiques professionnelles en collaboration médicale et paramédicale, permettant une évaluation permanente, permettant d'identifier les niveaux de risque, qu'ils soient suicidaires, agressifs ou liés à la fugue. Ces grilles prennent en compte les éléments cliniques et comportementaux du patient. En fonction du niveau de risque, les mesures de surveillance spécifiques sont mises en place, allant d'une surveillance standard à une surveillance plus renforcée. Ces évaluations permettent d'adapter en continu la prise en charge. Par exemple, un risque élevé entraîne une surveillance renforcée, tandis qu'un risque modéré ou faible permet un accompagnement plus souple avec des activités thérapeutiques adaptées. L'objectif d'un séjour à l'USIP est d'ajuster en permanence les soins en fonction de l'évolution du patient. Cette adaptation se fait de manière concrète au quotidien. La prise en charge est réévaluée quotidiennement en fonction de l'évaluation clinique du patient. Ces risques sont reportés sur nos feuilles de relève, permettant un report visuel rapide. Ils sont identifiés et mis en avant immédiatement par le code couleur pour adapter les soins. L'équipe ajuste ainsi les interventions de façon continue afin d'assurer une prise en charge sécurisée et personnalisée tout au long de l'hospitalisation. Je vais laisser la place à ma collègue pour la suite. Bonjour, Delphine Maître, je suis infirmière sur le PAPV depuis sa création en janvier 2022. J'ai également travaillé plusieurs années sur l'USIP. Je voulais vous parler là, de la charte des USIP, donc, qui a été élaborée par la 2FSPI, la Fédération française des soins intensifs psychiatriques, qui a été créée donc, en mars 2023. Cette association a pour objectif de tendre à uniformiser les pratiques de soins en USIP sur le territoire national, de fédérer les soignants autour d'une culture commune du soin et de contribuer à un partage des pratiques adaptées au profil clinique complexe des patients pris en charge justement au sein des USIP. Le docteur Clémence Bier est la présidente de cette association, elle est également chef de service sur l'USIP de Bron, et le docteur Mathieu Lacambre en est le vice-président et j'en suis la secrétaire. Un des axes de travail principal fut l'élaboration d'une charte autour d'une réflexion nationale et commune entre les différentes USIP de France. Et son objectif est de favoriser un référentiel de pratique commun à toutes ces unités. Donc là, vous avez le modèle de la charte qui est derrière moi, qui reprend, voilà, qui essaie de permettre de travailler tous dans la même direction avec une homogénéité des pratiques sur le territoire national. Voilà, et 13 des 16 USIP, 13 des 16 USIP nationales sont co-signataires de cette charte et l'appliquent au quotidien dans leurs unités. Merci Delphine.
Du coup, là, on va vous présenter le troisième volet du pôle de soins intensifs et sécurisés, donc le PAPV, le plateau d'appui psychiatrie-violence, et comme le disait Monsieur Ducharme ce matin, la vision aussi de la vulnérabilité comportementale de ces patients. On vous a mis une petite phrase, c'est la phrase du docteur Bier, c'est un peu comme ça qu'elle décrit en tout cas aujourd'hui le PAPV, un regard complémentaire à travers une lecture partagée et des situations cliniques complexes associées à des comportements problématiques. Au niveau du PAPV, pourquoi un plateau d'appui? On reçoit les patients présentant un trouble psychiatrique sévère, majoritairement sur notre fil actif, on a quasiment que des troubles schizophréniques ou des troubles schizo-affectifs, avec des comportements souvent violents ou à risque. Les trajectoires ont souvent été marquées par des hospitalisations fréquentes, un recours à l'isolement et à la contention régulier et des passages répétés aussi en unité de soins sécurisés, souvent en USIP ou en UMD notamment. Ensuite, on vous a mis quelques recommandations. L'idée du PAPV, c'est vraiment d'axer sur l'articulation, d'accompagner les services d'hospitalisation complète avec ces patients, de les accompagner en pouvant les aider à évaluer, à orienter aussi différentes actions de prise en charge pour ces patients. Les recommandations aussi de l'HAS de 2011 insiste bien sur un suivi de 6 mois intensif pour ce type de patients-là en ambulatoire, permettant d'éviter des ruptures et de nouveaux passages à l'acte par la suite. Au niveau de la constitution de l'équipe, parce que je me rends compte que je me suis pas présentée non plus, au niveau de la constitution de l'équipe, du coup, on a une psychiatre qui est responsable de l'USIP et du PAPV, donc le docteur Bier qu'on a cité, 6 infirmiers, Delphine et Gaëtan qui sont là avec moi aujourd'hui, Evan, notre cadre de santé, et on a une ergo, une psychologue, et puis moi, Sandy Mathieu, je suis infirmière en pratique avancée sur le plateau d'appui. Sur nos différentes missions qu'on va vous détailler au fur et à mesure, la première, c'est la mission ECHO. Ce que je disais, évaluation, conseil et aide à l'orientation, on va couvrir tout le secteur de l'USIP, c'est-à-dire du coup le Rhône, la Loire, l'Isère et l'Ain, où on se déplace sur sollicitation, en tout cas des différentes unités, pour rencontrer l'équipe et le patient. Delphine vous décrira un peu plus les missions ECHO par la suite. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Gaëtan Deluca, j'ai une grande partie de mon temps où je suis infirmier sur le PAPV et une autre partie de mon temps où j'ai d'autres missions sur l'hôpital. Pour ces différentes missions, donc la deuxième mission, c'est des missions de soins ambulatoires qui sont en groupe ou en individuel à destination des patients du centre hospitalier du Vinatier. Ce qui est très important de retenir ici, c'est la mission de coportage qui est contractualisée avec les patients et le secteur. On ne vient pas remplacer l'équipe de secteur, on travaille vraiment avec eux main dans la main. Et les consultations et ou prises en charge en hôpital de jour, du coup qui est non sectorisé sur le Vinatier. Au niveau de la troisième mission, c'est les traitements de dossiers de préadmission de l'USIP et de l'UMD. Donc là, c'est plutôt un espace d'évaluation qui est approfondi pour les situations qui sont particulièrement complexes. Donc là, on va plutôt à la rencontre des équipes et des patients pour voir si les demandes sont bien motivées et qu'est-ce qu'on peut proposer. Est-ce que c'est vraiment de l'USIP, de l'UMD, ou est-ce que nous, on peut proposer autre chose et leur faire des conseils. Une de nos autres missions transversales, c'est également l'évaluation des patients après leur séjour en USIP. Donc, à savoir que quand un patient sort d'USIP, nous, on rappelle les équipes à J7, M1, M3, M6, afin d'évaluer l'évolution de la prise en charge, savoir si le patient a pu se réinscrire dans des soins ambulatoires ou s'il a été réhospitalisé. Pour certains ont pu retourner en USIP également. Voilà, c'est d'évaluer un petit peu l'efficacité de ce séjour USIP. Et notre interne est d'ailleurs en train de faire une étude là-dessus pour objectiver un peu l'efficacité des séjours en soins intensifs.
Ce schéma, il illustre visuellement en fait ce qu'on vient de vous expliquer. Il montre en fait la complémentarité des interventions. Donc à gauche, vous voyez les missions qui relèvent plutôt du pilotage clinique. Ce sont les missions qui s'adressent avant tout aux équipes soignantes qui nous sollicitent. Je vais prendre un exemple parce que c'est ce qui est le plus parlant, je pense, pour tout le monde. Dernièrement, on est allé rencontrer une équipe d'une masse dans le 69. Pour une patiente qui est actuellement en alternance entre le Vinatier et la masse, après des années d'hospitalisation sur le Vinatier, donc c'est une patiente assez difficile. Et en fait, ils nous ont sollicité puisqu'il y a une difficulté à s'inscrire à la masse avec quelques passages à l'acte qui sont auto- ou hétéro-agressifs pour cette patiente. Et ils nous ont appelés pour nous demander de l'aide, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc nous, notre mission, dans ces cas-là, c'est d'aller les rencontrer, d'aller faire une photographie de ce qui se passe actuellement et de pouvoir, à la suite, leur faire des propositions, des conseils pour la suite de la prise en charge. Je prends un exemple assez gros. Hein, je vais même pas grossir le trait et c'est pas pour me moquer de l'équipe, mais voilà, ils étaient avec cette patiente sur de la surstimulation. Ils la mettaient dans tous les groupes possibles et imaginables. Ils la faisaient danser la Macarena. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ensuite, il y avait une tension qui n'arrivait pas à redescendre. Et suite à ça, ils se sont dit, bon, bah, on coupe toutes les activités. Et là, on est tombé dans un ennui qui finalement est une hypostimulation et qui entraîne aussi à des passages à l'acte. Donc voilà, c'est comment on remet tout ça d'aplomb. Et nous, on est là pour leur conseiller de remettre en place des activités et de remettre en place des activités de façon structurée, qu'on ne soit pas dans le trop ou dans le pas assez. Et pour ce qui est des hexagones à droite, c'est plutôt les soins en eux-mêmes. Donc voilà, c'est les soins que vous connaissez tous. Si je prends un exemple, là aussi, je vais encore grossir le trait et vulgariser un peu, mais on a souvent des patients violents ou à risque de violence en tout cas, et qui font peur. Qui n'ont pas les moyens d'être bien contenus dans des unités de secteur, au niveau humain en tout cas. Et nous, on vient proposer des choses pour ces patients qui font peur et à qui on ne propose plus grand-chose. On essaye de les revaloriser, de les remettre au centre de leur prise en charge, tout en gardant un lien avec le secteur et en travaillant main dans la main. Donc là, je vais revenir sur la mise en place justement de ces missions éco. Donc en fait, on va réceptionner une demande d'avis. Je vous montrerai par la suite le document. Cette demande d'avis nous permet donc de prendre connaissance du dossier, de prendre connaissance des motivations de l'équipe de manière générale, en tout cas sur un adressage au PAPV. On prend après, quand le patient est sur Cortex, on va analyser le dossier du patient en profondeur, c'est-à-dire qu'on va faire une synthèse clinique infirmière de la totalité du dossier patient, c'est-à-dire si le patient est là depuis 20 ou 30 ans, et ben on va relire les 20 ou 30 ans d'observation, justement pour permettre de retracer le parcours global de soins du patient, les traitements qui ont été essayés, relever les périodes de stabilité éventuelles, les facteurs déclenchants des rechutes, etc. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une connaissance globale et importante du patient qu'on va rencontrer. Ensuite, nous allons rencontrer l'équipe demandeuse pour connaître la situation actuelle et la situation clinique du patient, savoir leurs attentes, etc., dans quel objectif ils sollicitent le PAPV. On rencontre également le patient pour déjà lui présenter le dispositif, essayer de voir ce qu'il en comprend, fixer avec lui des objectifs de soins, connaître ses intérêts pour l'orienter au mieux sur des diverses prises en charge. Voilà. À l'issue de cette rencontre, on remet un avis, ce qu'on appelle l'avis PAPV, à l'ensemble de l'équipe demandeuse. Donc sur cet avis, il va y avoir des préconisations de prise en charge. Donc ça peut aller d'un ajustement thérapeutique à une orientation en USIP, en UMD, à une prise en charge ambulatoire sur le PAPV, à un coportage également
avec des entretiens en secteur, etc. Voilà, donc quel type de prise en charge on peut avoir? Par exemple, en ce moment, on a un patient qui a fait un séjour USIP et qui a eu un ajustement thérapeutique et qui, malgré tout, continue d'avoir un très mauvais insight, des délires très enquistés, etc. C'est très compliqué pour l'équipe de rentrer en lien avec lui sans provoquer une tension et une véhémence de la part du patient. Donc ça, c'est un patient qu'on rencontre une fois par semaine en entretien conjoint avec le secteur pour tiers-sériser la relation et permettre un peu aux médecins de pouvoir creuser un peu plus l'histoire du patient et d'accéder un peu plus à ces éléments délirants et travailler l'adhésion aux soins pour la suite. On a aussi des accès à l'hôpital de jour. On peut préconiser des accès aux hôpitaux de jour. Donc, ça va être 1 à 3 demi-journées par semaine. Où on réalise des activités. Donc, on a 2 activités et un repas soignant-soigné sur la matinée. Les activités, ça va aller du jardin, la cuisine, le cinéma, la couture, le sport. Enfin, c'est assez varié. Des jeux de société, de l'art-thérapie, etc. Voilà, c'est le type de prise en charge qu'on peut avoir. Voilà le formulaire de demande qui est assez simple. L'idée, c'est vraiment de connaître les antécédents de violence, s'il y a eu des séjours d'USIP, UMD, si les attentes, le parcours judiciaire également, s'il y en a un, et les attentes de l'équipe. Et en fait, l'objectif là de ces missions éco, c'est de diminuer donc le recours aux mesures coercitives, également le recours, de limiter le recours aux unités de type USIP UMD et de proposer des alternatives à tout ça. Juste une chose sur la question des hôpitaux de jour, parce que c'est pas nous qui les avons inventés. Par contre, le fait d'être très très tolérant dans les manières d'aborder l'entrée à l'hôpital de jour, c'est par exemple de dire monsieur, vous n'êtes pas venu aujourd'hui, c'est pas grave, venez demain. Oui, on sait que l'injection c'était tel jour à telle heure, mais c'est pas grave, venez quand même et on la fera plus tard, parce que ce qui se passait jusqu'à présent pour un certain nombre de ces patients, c'est qu'ils sont attendus en CMP, ils viennent pas le jour J, quand ils viennent finalement 3 jours plus tard, pour peu qu'ils soient éméchés ou sous toxiques, ça se passe mal, ça hurle dans les locaux, la secrétaire a peur, plus personne veut le prendre en charge. Nous, effectivement, ce qu'on vient faire, c'est dire, malgré les choses qu'on est obligé de faire pour le patient, c'est-à-dire qu'on peut modifier la date de l'injection, on peut faire en sorte de les rappeler systématiquement en leur disant « mais pourquoi vous n'êtes pas venu ?» Je me sens pas, c'est pas grave. Allez, vous mettez 1 heure ou 2 heures, faites l'effort, venez quand même, on vous attend. Et donc, du coup, ça change la donne. Ils sont presque plus cocoonés, si j'ose dire, parce qu'on est sur une petite équipe et il faut encore un petit dimensionnement de nombre de patients. Une fois encore, c'est ce qui fait aussi en partie les soins qui sont faits sur le pôle, que ce soit pour le PAPV, mais aussi pour l'USIP ou l'MD. Un petit nombre de patients et un nombre assez important de soignants autour. Oui, et pour rejoindre ce que vous dites, Guillaume, c'est l'hyper-individualisation de la prise en charge pour des patients à profil complexe. Donc c'est vraiment, on s'adapte au plus juste et au cas par cas, il n'y a pas de protocole de prise en charge propre sur le PAPV. Sur les axes thérapeutiques principaux, donc on a des groupes patients de taille assez restreint. Alors là, c'est même pas à jour, c'est marqué 10 maximum, mais en fait, on a encore baissé la jauge. Donc on se réadapte, on a 8 patients maximum en ce moment. Un effectif soignant de 4 minimum, afin d'assurer la sécurité, de permettre l'adaptation, la souplesse, et surtout, je dirais, de gérer l'imprévu et puis tous les allées et venues des patients. Et puis les divers soins se font de manière pluridisciplinaire, mais ça, comme dans toutes les unités. Pour ce qui est du petit tableau en dessous, donc les soins au PAPV s'organisent autour de 3 axes thérapeutiques. Donc le premier, c'est soigner les troubles. Donc ça passe par la reconnaissance et la réduction des symptômes psychotiques, le travail sur l'adhésion aux soins, la prévention des rechutes et la gestion des comportements addictifs. Pour le deuxième axe, c'est soigner la relation, parce que pour beaucoup de ces patients, le lien il est abîmé. Donc il est abîmé et avec les soignants et avec leurs proches et souvent même avec l'institution. Donc on travaille à restaurer ce lien, à réduire les comportements antisociaux et puis à développer la tolérance à la frustration.
Et pour finir sur le troisième axe, c'est soigner l'autonomie. Donc l'objectif à terme, c'est que le patient puisse vivre le plus possible par lui-même au niveau de son hygiène de vie, de ses compétences sociales, de l'insertion professionnelle et sociale. Je rebondis juste sur l'HDJ. La file active de l'HDJ aujourd'hui, entre 25 et 30. Actuellement, on a 26. Après, ça paraît compliqué pour nous en termes d'effectifs de pouvoir prendre plus de patients au vu des profils patients qu'on a aujourd'hui. Les finalités, juste les objectifs et finalités du PAPV, hein, comme Delphine a pu le dire aussi, c'est sur le court terme d'aider à la résolution de situations problèmes, par exemple sur les préadmissions USIP, où aujourd'hui on se déplace de plus en plus, chose qu'on pouvait moins faire auparavant avec un effectif plus réduit en tout cas sur le dispositif. 50% des demandes d'USIP étaient des admissions USIP, aujourd'hui on est passé à 20% en termes d'admission USIP parce qu'on a pu en tant que dispositif proposer d'autres solutions ou d'autres choses aux équipes par rapport à ces patients-là et ces situations. Sur le moyen et le long terme, l'objectif, c'est de limiter l'impact des comportements problèmes dans le parcours du soin du patient par l'accompagnement ou le maillage, en diminuant les taux de recours aux soins fermés et sécurisés, donc ce que je disais, de baisser les admissions USIP-UMD si c'est possible. Après, ça nous arrive aussi d'avoir des demandes d'USIP et au vu du profil et de la rencontre patient et de la rencontre de l'équipe, on se rend compte que de l'UMD serait plus approprié pour ce patient-là. Ça peut aussi arriver que ça aille dans l'autre direction. L'objectif aussi, c'est de diminuer les recours aux mesures d'isolement et de contention. On a pas mal de patients qu'on suit, en tout cas sur l'HDJ, qui ont été réhospitalisés, qui ont un vécu quand même assez traumatique de l'hospitalisation. J'arrive accompagné avec les forces de l'ordre, du coup je finis à l'UPRM en ISO, contenu automatiquement. Aujourd'hui, on arrive à accompagner ces patients. Alors des fois, on passe 6 heures à négocier l'hospitalisation parce qu'on peut et on a les moyens de le faire, mais on arrive à l'accompagner sur le secteur et à essayer d'éviter en tout cas que ce patient-là passe par l'ISO et la contention sur ce séjour-là qui facilite le suivi et l'adhésion aux soins par la suite. En essayant de favoriser aussi l'alliance thérapeutique et en diminuant les situations que mes collègues ont pu décrire, l'indice préjudiciable des potentiels d'événements violents aussi sur les patients et les équipes. Et rapidement aussi, je rebondis, ça me vient sur l'HDJ, sur la question de l'individualisation des soins. On a une demi-journée, c'est le vendredi après-midi, où c'est une permanence collective, où on accueille tous les patients qui ont été suivis ou qui sont suivis sur le plateau d'appui et ils peuvent venir de 14h à 16h comme ils veulent, venir poser des choses. Souvent, c'est arrivé que des patients soient mal, viennent alcoolisés, sous toxiques, et ça nous a permis en tout cas de mettre en place un système de vigilance pour les reconduire en hospice si besoin de manière plus fluide par la suite, par exemple. Sur la slide que vous voyez là, c'est quelques petits articles qui ont été écrits par le PAPV, le poster de l'encéphale qui avait été fait par le Dr Bier et le Dr Renaud, et des revues sur la PM News. Et je passe le micro à Guillaume pour la conclusion. Trop gentil. Merci. Non, c'était en guise de conclusion, parce qu'en fait, le travail est jamais fini et on continue à faire évoluer nos pratiques. Mais effectivement, l'objectif de ces soins spécifiques, c'est d'être contenant, mais de rester vivant. Parce que le défi, c'est de recréer quand même des espaces de liberté dans un environnement contraint. Imaginez quand même que le patient qui passe 5 ans en UMD pour un problème médico-légal, alors souvent grave, hein, c'est le fils qui tue son père, c'est la mère qui tue son bébé, on est sur des choses graves. Et bien ces patients-là, ils vont vivre tous les jours à l'UMD dans un milieu très, très contraint. Du coup, on essaye, je vous disais, de recréer des espaces de liberté et de ne pas réduire le patient à son symptôme. Ce qui fait que du coup, la question pour le patient, c'est comment on fait pour se réparer quand on a été cabossé par la vie. Et parce que nombre donc, de ces patients accueillis, sur le pôle notamment, hein, sont des patients médico-légaux qui sont instables, parfois qui sont même indésirables dans leur pays d'origine. Et du coup, seuls ces soins sécurisés ici, chez nous, peuvent convenir à leurs problématiques. Mais quand même, les murs ne servent pas qu'à enfermer, je tiens à le préciser, ils protègent aussi de l'extérieur. Donc, ce n'est pas que d'une mise à l'écart dont il s'agit. D'ailleurs, un hors les murs est possible, énormément de sorties thérapeutiques sont organisées, alors elles sont très encadrées, mais elles permettent par exemple à tel patient, qui est là une fois encore pour des années,
d'aller faire une sortie achat accompagnée par des patients, par des soignants. Parfois, ils y vont d'ailleurs, plusieurs patients. Et ils vont acheter des vêtements pour l'hiver, et puis à côté, aller manger au restaurant, ils vont se faire plaisir aussi. Finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'au décours de l'hospitalisation, parce que sur les soins sécurisés, ce n'est qu'un temps dans le parcours général du patient, c'est en somme l'opportunité aussi de restaurer une humanité qui parfois a été perdue de vue. Je vous remercie. Au revoir à vous. Merci à toute l'équipe du pôle des soins sécurisés. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui, j'arrive. Bonjour, merci pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. J'avais une question. Moi, je travaille donc sur le CHU de Dijon en adopsychiatrie. Je voulais savoir à partir de quel âge vous recevez les patients. Nous, il arrive qu'on ait des patients souvent de 16-17 ans qui peuvent être vraiment très violents, très virulents et avec lesquels on a du mal en fait à s'orienter et à avoir de l'aide d'autres équipes parce que on n'est pas forcément formé pour gérer ça et en plus, c'est des ados qui peuvent aller de 11 à 17 ans. De 13 à 17 ans, pardon, et donc du coup on a vraiment des différences d'âge dans le service qui sont extrêmes et parfois la gestion de la violence est vraiment très difficile. Alors, les adolescents ne sont pas nécessairement notre population principale, même si exceptionnellement une adolescente qui fait 1m80 et qui a quasiment 18 ans peut être prise en charge chez nous, et c'est déjà le cas actuellement, mais ça reste très exceptionnel. On est au départ surtout en lien avec les pôles adultes. C'est cette relation interpôle, elle est surtout sur les 3 pôles adultes de notre établissement. Vous avez peut-être des éléments à nous donner sur des jeunes qu'on aurait déjà reçus? Non, en effet, pour répondre à cette question, on sait qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont largement abordés. Dans tous les cas, la transition PEA adulte, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de transition 15-25 là-dessus. Merci Marie-Claire. On parle beaucoup de la transition 15-25. Nous, on n'est pas encore là-dedans, mais ça peut arriver en effet de manière exceptionnelle. En effet, M. Manadia, c'est un exemple. Moi, j'en ai d'autres où en effet, on a pu faire de l'accueil de mineurs sur l'USIP. Par contre, en effet, aujourd'hui, ça pose aussi la question de comment on organise ces soins-là. On est sur un service sécurisé, on a des patients qui sont potentiellement médico-légaux, potentiellement débordant et extrêmement délirant. Comment sécuriser ce mineur-là aussi dans cet espace-là, voilà. Donc nous, ça nous est arrivé, ça demandait une prise en charge particulière sur un espace sécurisé tout le long de la prise en charge pendant 30 jours, où du coup, en effet, la mineure a été accueillie sur une DI, mais par contre avec des soins extrêmement individualisés, encore une fois, parce qu'on reste malgré tout là-dessus, donc avec prise en charge ergo dans l'EDI, prise en charge psycho dans l'EDI, activité thérapeutique en EDI, ou sur des espaces complètement sécurisés en présence de soignants de manière permanente. Voilà. Pour aujourd'hui, ça reste en effet une exception, mais ça reste en effet un sujet à travailler et complètement en lien avec ce qu'on observe aujourd'hui sur l'évolution sur l'évolution de l'hospitalisation et cette transition 15-25. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était vraiment très bien. Je m'appelle Sébastien, je suis IPA pour l'hôpital de Rouffach en Alsace. Et donc, je ne vous orienterai pas de patient, je pense qu'on est un peu loin. Par contre, j'avais une question par rapport aux soins sans consentement, aux isolements, aux contentions. Je voulais savoir si vous aviez trouvé des moyens, si vous aviez identifié des moyens qui permettaient de réduire la coercition. Et j'avais une deuxième question, j'en profite, par rapport vous avez parlé avant des soins intensifs quand le patient sort, retourne à domicile. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par soins intensifs au niveau du rythme, au niveau de l'intensité des passages et qui passe. Voilà, merci beaucoup. Pour répondre, on va commencer par la deuxième sur la question des soins intensifs. En fait, comme on disait, on individualise nos prises en charge. Donc, en fonction du besoin du patient, on va lui demander de venir jusqu'à 3 à 5 fois par semaine sur le dispositif. On avait un patient aujourd'hui qui fait plus partie de notre file active, qui venait tous les jours pour sa prise de traitement. Par exemple, ça permettait d'assurer, et puis ça nous paraissait compliqué de faire aller des infirmières libérales au final à son domicile, si déjà nous en hospitalisation on se disait que c'était quand même limite et assez compliqué au niveau de cette prise en charge là, parce qu'au final quand certains de ces patients là, si on leur demande de venir trop souvent, ils viendront pas.
Donc il y avait aussi cette question-là. Donc on essaye d'ajuster et de jauger un peu avec eux. Après le PAPV, on l'a pas dit sur la présentation, est inscrit quand même sur le, je perds mon mot, sur le programme de soins. Et du coup, il y a quand même cette obligation à venir. Après, on essaye vraiment de l'assouplir. Au départ, le patient, en général, ils viennent 1 voire 2 fois sur des temps obligatoires et facultatifs. Et au fur et à mesure, au final, aujourd'hui, on a des patients qui sont là depuis 3 ans et on n'arrive pas à les faire partir du dispositif parce qu'ils y trouvent une forme de stabilité. Et on est sur cette question de comment on fait pour le raccompagner sur le CMP, pour le raccompagner sur le secteur, sans créer en tout cas un risque de rupture de nouveau pour ces patients-là. Pour la question sur l'isolement et la contention, après, il y a différentes choses. Par exemple, le pôle Est, dans leur présentation, ont beaucoup parlé aussi de BN et de psychométrie. C'est aussi la mise en place qui est en train de se faire d'échelles psychométriques pour pouvoir vraiment être dans la prévention et d'avoir une vigilance plus accrue, en tout cas au niveau de ce risque de passage à l'acte et d'individualiser et d'agir au plus vite, et en essayant en tout cas de rendre cette visualisation objective. Parce qu'on le sait sur ce sujet-là, souvent, il y a un collègue qui va dire bah là c'est tendu, moi j'ai besoin qu'on sécurise, qu'on l'isole, et l'autre qui va dire non c'est bon. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'objectiver ça. Après c'est des mesures assez classiques au final. Laurent vous a parlé des escalades tout à l'heure, et puis les activités, et puis la souplesse. Qu'est-ce qu'au final il vient nous dire ce patient-là à travers son accès de violence et comment on peut y répondre autrement, par exemple. C'est pas des choses hyper novatrices, hein, mais ça fonctionne. Dans ce qui est novateur, si je peux compléter, Sandy, parce que Sandy, je suis tout au-dessus, pardon. Ce que dit pas Sandy, parce qu'elle est modeste, c'est qu'elle est pilote d'un groupe de travail pour l'ensemble de l'établissement sur la réduction des pratiques coercitives et l'adaptation de nos pratiques, basée sur l'évidence Burn Nursing, basée sur la psychométrie. Mais ce qu'on fait peut-être qui est original en ce moment, c'est qu'on est en train d'avoir des unités de test sur la levée de l'isocontention par les paramédicaux. Voilà, et c'est un gros sujet pour toute l'équipe. Guillaume a travaillé sur le volet violence, mais voilà, on est en train d'essayer de manière transversale, en prenant en compte les spécificités de chaque filière de soins, en tout cas d'activité de patient, mais d'avancer là-dessus. Pour un sujet tout simple, c'est que c'est toujours les paramédicaux qui décident de l'isolement et ou de la contention parce qu'ils sont auprès du patient, et c'est toujours leur expertise qui prévaut quand le médecin signe la levée. Donc on essaye de passer ce cap-là. Il y aura toujours une validation médicale, mais l'idée c'est que les infirmiers en particulier s'autonomisent sur cette prise de décision. C'est vrai que par sédimentation, on aura toujours une partie de la population qu'on accueille qui nécessitera de l'isolement. Par contre, on essaye d'avoir des alternatives, mais lorsque ça doit se produire, il faut que ce soit au moins bien fait. Alors on sait depuis longtemps maintenant, et il était temps qu'on le dise, que l'isolement, même comme la contention, ce n'est plus un soin, c'est une décision médicale de privation de liberté. Sur l'isolement, on continue à la pratiquer sur l'UMD à l'entrée, en ayant fait une EPP pour voir à quel point on pouvait la réduire au maximum. Parfois juste de quelques heures à l'accueil, parce qu'on considère que le patient qui vient de son unité d'origine était déjà en isolement. Il arrive de la même manière en isolement, et après, on évalue. C'est pour ça qu'on disait que le soin était individualisé. Maintenant, on est en train de travailler, par exemple, sur l'UMD, pour ça que je disais qu'on essaie d'être innovant à notre manière, et on n'a peut-être rien inventé de ce côté-là, d'avoir un espace d'isolement qui serait, par exemple, harmless, c'est-à-dire où on ne peut pas se faire mal dedans. Un peu l'idée de la chambre capitonnée, où les murs, les revêtements font qu'il n'y a aucun risque que la personne se blesse, de manière à se dire, même en crise, la personne ne sera pas contenue. Le reste est indescriptible parce qu'aujourd'hui, ça appartient uniquement à la personne. C'est-à-dire que certains patients nous disent « moi, j'ai besoin de retourner en isolement ». Alors, on essaye d'éviter, mais parfois, c'est une demande. Alors, on travaille dans ce cas-là aussi, et beaucoup, puisque nos collègues ici du PAPV le font, sur les reprises post-isolement. Elles sont systématiques. C'est-à-dire que toute personne qui est passée en isolement a droit à un entretien à sa sortie pour savoir comment s'est passé le vécu. Alors, certes, il reste encore traumatique, c'est ce qui a été dit, mais pour rechercher ce que les gens auraient voulu comme alternative, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter qu'on en vienne là? Alors là, on revient après sur les directives anticipées, etc. Ça nous amène sur d'autres terrains, mais c'est pour vous dire que si toutefois on est contraint de continuer à isoler, autant bien le faire et de chercher toutes les alternatives autour. Voilà.